bonsoir. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous retrouve dans un nouveau numéro de Sport à la Une. Comme tous les lundis, mission accomplie pour les Lions du basket qui valident leur qualification pour la prochaine compétition africaine. 3 victoires en autant de sorties. Les joueurs ont joué leur partition, le public aussi, pour tirer le bilan et se projeter sur l'avenir. Nous recevons sur ce plateau Maître Babacar Ndiaye, président de la Fédération sénégalaise de basketball, et Bamba Kassé, journaliste sportif spécialiste de la discipline. Football, l'équipe nationale du Sénégal boucle ses 2 matchs amicaux par un autre partage des points. Après le Nigeria, le Sénégal fait match nul 1 partout avec la Côte d'Ivoire. Une rencontre arrêtée à 5 minutes de la fin pour des questions de sécurité. Qui a l'image un peu de cette expédition. Une mission qui ne fut pas du tout de repos pour les joueurs et leur staff. Effectif incomplet, défaut de visa pour certains, problème de paiement dans les hôtels. Les questions d'ordre logistique refont surface au sein de la tanière. Pour commenter l'actualité des Lions, celle du foot sur le continent, en deuxième partie de MAG, nous aurons comme invité El Hadji Diouf, ancien international sénégalais. Ligue 1, tout va bien pour Génération Foot. Les académiciens confortent leur place de leader avec une victoire adoubée au Foupa du Diaraf de Dakar et de Niary Tally. Et les buzz du web, hommage ce soir rendu au public du stadium Marius Ndiaye par le basketteur Gorgui Sy Dieng. Mamadou Ndiaye et Madio Père nous rejoignent pour leur rubrique du lundi en fin de MAG. Merci de votre fidélité, bienvenue à tous. Bonsoir, cher Tidiane. Bonsoir, Mme Fatou. Malal, bonsoir. Bonsoir, Mme Fatou. Bonsoir, cher Tidiane. Voilà, bonsoir à nos invités, maître, bonsoir. Bonsoir, Mme Fatou. Bonsoir, Bamba. Bonsoir, Mme. Voilà, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec donc cette remontada, un mot très à la mode et plus que jamais approprié pour parler de l'exploit des Lions du Sénégal en basket. Avec l'apport de ces joueurs d'expérience, l'équipe nationale réussit un parcours sans faute pour la manche retour du tournoi de la zone 2 qualificatif au prochain Afro-Basket. Le dernier match contre le frère ennemi, entre guillemets, Mali, a valu aux supporters des sueurs froides, mais au finish, ce sont bien Dioré Cam et ses coéquipiers qui ont eu le dernier mot. Un tournoi où le grand vainqueur est à coup sur le public de Marius Ndiaye, venu nombreux du vendredi au dimanche et qui a porté son équipe à la victoire finale. Les temps forts de cette manche retour du tournoi de la zone 2, c'est avec Mamadou Ndiaye et Massaya Ndiaye. Le dernier obstacle à surmonter était celui du Mali. Un match aux allures de finale pour décrocher la première place lors de cette 3e journée de retour. Poussé par son public, un stadium Marius Ndiaye rempli. Le Sénégal aura pourtant souffert jusqu'au bout. À 3 secondes de la fin du temps réglementaire, alors que les Lions mènent de 3 points, 65 à 62, Mohamedou Dramé marque un 3 points improbable, un buzz-beater, et remet les compteurs à 0. Le Mali revient à égalité, 65 partout. Mohamedou Dramé brise momentanément le rêve des Sénégalais. Encore une prolongation de 5 minutes pour que Malay Ndoye et compagnie dominent enfin les Maliens, 79 à 72. Mission accomplie. On partait de loin, au Mali ça s'est mal passé. Et là on est revenu, on a montré un autre visage. Et on a assuré l'essentiel, on s'est qualifié. On est content, on a gagné le tournoi, on est revenu. On a fait 3 victoires, donc c'était le but. Aux prolongations, j'ai dit aux joueurs, nous avons l'avantage. Il n'y a pas lieu de paniquer. Parce que c'est une équipe où presque la moitié a 4 fautes. Donc il nous fallait être agressif, être patient et faire la différence au bout. On ne peut pas être à un point de leader et ne pas croire, surtout qu'on a la chance de recevoir à domicile pour le reste. Donc c'est les gens qui parlaient, mais ceux qui connaissent le basket savent parfaitement que les chances du Sénégal étaient réelles. Quand on retrouve une gifle, il faut se battre pour rendre cette gifle-là. C'est ce qu'on est en train de faire. Une opération remontada lancée depuis vendredi lors de la première sortie des Lions face à la Guinée, au bourreau de la Manche Allée, 67-49. Jamais dans l'histoire du basketball africain, la Guinée n'avait battu le Sénégal. Une délusion. Mission à Dakar, laver cet affront
et décrocher la qualification au prochain Afrobasket. Les Lions renforcés par Handel Meïda, Moïse Diamé, Pape Abdoulaye Badji et Malé Ndoye qui jouent pour la première fois devant le public. Excellent, excellent. On remercie le public. On savait que le public allait venir nous supporter. Ça nous a boosté encore. 67 à 49, une nette victoire de 18 points d'écart, remontant ainsi le gap de 13 points concédé lors de la manche aller, 68 à 55. Le Sénégal démarre bien son tournoi. Les Lions ont droit à une standing ovation avec une belle ambiance à Marus Ndiaye. Le samedi, une autre mission, un autre challenge. Repasser sur le Cap-Vert, battu à l'aller, 78-64. Face à une bonne équipe capverdienne, les Lions ont sorti le grand jeu pour s'imposer. À noter la belle prestation de Louis Adams et de Mouss Diamé. 20 points en 27 minutes. Les hommes de Dame Diouf ont réussi leur mission, 76 à 66, qualification assurée. La qualification assurée dès cette deuxième journée, un autre résultat aurait été une catastrophe pour le basketball sénégalais. Cette fois-ci, n'aura pas besoin de la main tendue de la FIBA Afrique avec un white card. Temps fort de ce tournoi, manche retour évidemment joué ici à Dakar. Alors évidemment, Président, j'imagine que le maître mot c'est soulagement, puisque le week-end dernier c'était plutôt l'abattement et la colère qui habitaient pas la plupart des supporters et même j'imagine des joueurs. Ce week-end les choses sont allées beaucoup mieux pour vous. Oui, c'est vrai. Je commencerai d'abord par féliciter les joueurs, l'encadrement technique et l'encadrement administratif, remercier l'autorité étatique, à savoir le ministre des Sports Matar Ba, le public et les journalistes sportifs. Je pense qu'il y a une mobilisation autour de l'équipe. Et comme nous l'avons dit, je pense que les non-sens étaient réels. On était à un point du premier. Il y a eu ce naufrage à Bamako. Nous avons renforcé l'équipe à Dakar. Et comme vous l'avez vu, l'équipe a obtenu 3 victoires sur 3 et a terminé à la première place devant le Mali. C'est important. Donc nous restons toujours leaders de la zone 2. Maintenant, nous sommes qualifiés pour l'Afrobasket. C'est une étape. C'est une étape importante, mais c'est une étape. Donc il faut maintenant, dès à présent, commencer le travail pour l'Afrobasket 2017. Alors Bamba, on a été relativement impressionné par la mobilisation du public. Vous avez eu à suivre beaucoup de compétitions ici, notamment au Sénégal. Est-ce que vous avez déjà vu ça dans le basket sénégalais? Difficile de me remémorer une telle marée humaine pour venir voir une équipe du Sénégal de basket. Je pense que l'explication est simple. Les Sénégalais, dans leur fort intérieur, sont des amoureux du basketball et surtout sont des patriotes. Et lorsqu'ils ont vu la tournure prise lors du tournoi de Bamako et qu'ils ont senti que l'équipe avait besoin de cette présence disons populaire pour pouvoir se galvaniser, ils ne se sont pas fait prier. J'ai vu des autorités venir avec leur écharpe acheter, ils ne sont même pas partis chercher la carte d'invitation, ils sont venus acheter des tickets devant moi. Ils sont entrés et puis je les regardais parce que les 2 premiers matchs j'étais au-dessus de la tribune officielle, donc j'ai regardé leur comportement. Voilà, ils sautaient, ils trépignaient. Ça montre quoi? Ça montre que voilà, tout le monde était concerné, tout le monde se sentait concerné pour 2 raisons. D'abord parce que c'est le Sénégal, notre pays. Ensuite parce que c'est le basket. Et que ce qui s'est passé à Bamako était difficilement acceptable pour la plupart d'entre nous. Même si il faut quand même rester très modeste, il s'agit de sport. Et tôt ou tard, on connaîtra des défaites dans cette discipline. Ça aussi, il ne faut pas se leurrer. Ça peut arriver, parce qu'on ne peut pas être les meilleurs tout le temps et partout. Mais c'est peut-être
disons, par l'envergure de la défaite face au Mali et surtout le fait que la Guinée nous ait battus. Ça a fait douter tout le monde. Ça a fait un tilt. Et je pense que c'est ce qui explique... Alors, Président, moi, ce que je veux savoir, c'est surtout cette nuit qui a succédé à la défaite face au Mali. Comment est-ce que vous l'avez vécu? Puisque certainement, il s'est passé beaucoup de choses cette nuit-là. Vous avez anticipé l'arrivée de certains expatriés. Il y a eu cette décision, certainement, peut-être cette nuit, de changer d'entraîneur, puisque celui qui a coaché l'équipe au Mali, ce n'était pas lui l'entraîneur principal ici à Dakar. Dites-nous comment tout cela s'est passé. Oui, au retour de l'hôtel, l'encadrement technique s'est réuni pour faire une évaluation de la situation, voir comment renforcer l'équipe, faire partie des joueurs également qui faisaient partie du groupe de Bamako, faire tout pour maintenir Lamine Sambou qui ne devait faire que le tournoi de Bamako. Nous avons réussi à entrer en contact avec son agent et son club qui ont donné leur accord. Mollet devait venir le 22, on a rapproché sa venue au 20 et maintenant on a pris contact avec Khan pour mobiliser tout le monde. Parce que nous avions déposé une liste de 25 joueurs. Il y a des joueurs qui avaient dit qu'ils ne pouvaient pas faire de tournoi. C'est le cas de Mollet et de Khan, ainsi que de Moïse Djemé. Antoine, lui, avait l'autorisation pour faire 2 tournois. Maintenant, nous avions, compte tenu de ce qui s'était passé en 2015, également la psychose de faire jouer les joueurs locaux. Nous avons pris des Sénégalais qui jouent en Espagne. Bon, malheureusement, ils n'ont pas répondu à l'attente à Bamako. Mais ils font partie de la qualification. Je disais tout à l'heure, en chahitant avec hier, avant le match, moi, je me disais, bon, je vous disais qu'il fallait se venger contre le Mali. Il me disait que ça ne concernait que les joueurs qui étaient à Bamako, qu'eux, ils n'étaient pas partis à Bamako. Mais la victoire que nous avons obtenue contre le Cap-Vert à Bamako a joué sur le résultat final. Donc c'est tout un groupe. Voilà. Cette décision de changer d'entraîneur, comment est-ce qu'elle a germé et comment ça s'est passé? C'est surtout une décision du directeur technique national. Voilà, il fallait créer un choc. C'est lui qui a eu l'idée, il m'en a parlé. Je profite de l'occasion également pour remercier Stéphane Dumas, vraiment qui, malgré cela, malgré le changement intervenu, il a accepté, il a collaboré. Et je lui ai dit tout à l'heure à l'hôtel, vraiment son attitude a été positive. C'est vrai qu'il a fait état d'un très, bon, excusez de la répétition, d'un très bon état d'esprit sur le banc. On l'a vu vraiment donner des consignes, participer. Mais c'est là aussi vous avez été l'objet de critiques, Président, c'est-à-dire ce changement en une semaine de coach. Ça veut dire que à la base, vous n'étiez pas sûr de la compétence de Stéphane Dumas. En tout cas, beaucoup de techniciens, beaucoup d'observateurs ont relevé son manque de niveau et peut-être qui aurait coûté la qualification, en tout cas les matchs à l'aller. Comment vous expliquez ce changement? C'est vrai que vous avez eu le mérite de changer, mais à la base, est-ce que vous n'avez pas fait une erreur de casting? Non, on n'a pas fait une erreur de casting. Je pense que ce qui s'est passé à Bamako, c'est surtout un problème de joueurs, pas un problème d'entraîneur. On n'avait pas fait une équipe compétitive capable de rivaliser avec les autres équipes de la zone 2. On a voulu respecter l'ordre protocolaire établi parce qu'en fait aujourd'hui nous sommes dans un projet qui a commencé depuis le Tekiwo en 2016 et qui doit se terminer à l'Afrobasket 2017. Donc Stéphane, c'est le premier adjoint. Tout le travail préparatoire a été fait par Porfirio, Stéphane et Dame. Donc nous avons estimé qu'il fallait mettre le premier adjoint à la tête de l'équipe. À Bamako, nous avons vu qu'effectivement ça n'a pas marché. Il fallait créer un choc psychologique, voir comment essayer de régler au niveau de l'encadrement technique ce problème-là. Le directeur technique a décidé effectivement de faire ce petit réaménagement, mais c'était en fait un groupe collégial. Ils ont bien collaboré, vous l'avez vu sur le terrain, et ça a donné des résultats. Alors Bamba, lui, en tant qu'observateur, justement, parce que ça nourrit quand même les débats, hein, même au niveau des réseaux sociaux. Mais je profite de l'occasion pour dire que non, il a tous ses diplômes. D'accord. Quand même, il n'a pas l'expérience peut-être du basket africain. Oui, peut-être du basket africain. Voilà, du basket africain, voilà. C'est surtout ça. Parce que pour être entraîneur, pour s'asseoir sur le banc de touche, il faut être licencié, licencié de la FIBA. Avant de faire intervenir Malal, Bamba. Bon, moi je parle souvent
de la hiérarchie établie par la direction technique au moment des nominations des staffs. Il me semblait que c'est Dame qui venait et Stéphane qui venait après. Mais ce n'est pas grave. Ce qui est clair, c'est que c'est un basketteur, c'est un technicien. Il a eu l'expérience de joueur, tout ça, on l'a vu. Mais par contre, j'ai quand même été un peu, disons, surpris de voir, c'est vrai, peut-être qu'il était en contact avec l'entraîneur, d'ailleurs c'est lui qui lui sert de traducteur d'habitude. Mais le travail, je pense, pour ce tournoi de Bamako a démarré depuis plus d'1 mois, n'est-ce pas, Président? Avec beaucoup de regroupements, même à l'externe, qui se faisaient, les joueurs qui venaient, qui s'entraînaient, qui rentraient. Et tout cela s'est fait sous la direction de Dame Diouf. Premier élément. Deuxième élément, et je pense d'ailleurs que la principale leçon à tirer de cette affaire de Bamako, c'est que même Porfirio, il ne faut pas qu'on oublie qu'il ne connaît pas le basket africain. Il est très compétent par contre. Ça, c'est les joueurs eux-mêmes, Malay, Gorgui, Maurice, qui me le disent. Hein, ils me disent que c'est un coach qui a du niveau, qui a beaucoup de niveau. Mais donc, pour revenir à Dumas, on l'a entendu sur le banc à Bamako et on s'est rendu vite compte, de par son discours, il a l'excuse de ne pas connaître l'Afrique. En plus, il est très jeune. Il est jeune, il n'a pas l'expertise. Et puis, il a surtout... Parce que le basket africain, ce n'est pas le basket civilisé, entre guillemets, là, où on fait des... Bon, c'est comme le foot africain. C'est un basket où il y a de l'engagement. Et ça, il faut connaître cet esprit pour pouvoir coacher une équipe en Afrique. Et je crois donc que ça a été une petite erreur de casting. Moi, c'est mon avis. Mais je reconnais quand même que le directeur technique a eu beaucoup de courage, parce que ce n'est pas évident, en l'espace. Il y a même des gens qui disaient non, il ne faut pas se risquer à faire un changement dans le staff. Parce que ça peut avoir l'effet contraire. Défendu ici sur ce plateau, et moi je faisais partie de ceux qui disaient que non, ce n'est pas le moment de changer quand même. Voilà, donc lui, il a pris, c'est une option courageuse que Maguette Diop a pris, de réaménager, ce n'est pas un changement, on a réaménagé, on a mis Dame devant. Et je crois également qu'il y a eu l'apport de tous les entraîneurs nationaux sénégalais qui se sont sentis concernés et qui ont apporté quelque chose à cette équipe, ne serait-ce que par leur présence. Donc je crois que c'est du passé, mais du passé viennent les leçons du présent et du futur. Moi, je vais rester dans cette veine, Président. Le banc de l'équipe du Sénégal, maintenant qu'on est qualifié, qui sera l'entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal et avec quel statut? Un statut de pigiste ou un statut de coach permanent? L'entraîneur pour l'Afrobasket, c'est Porfirio. On a signé le contrat aujourd'hui à 16h. Combien de temps? Non, pour l'Afrobasket. Pour l'Afrobasket. Maintenant, on verra après l'Afrobasket, il nous faudra un entraîneur permanent parce qu'on va jouer les éliminatoires de la Coupe du Monde. Tout à fait. Mais aujourd'hui, c'est Porfirio qui va diriger l'équipe pour l'Afrobasket. Avec le même encadrement Dumas et Dame. Dumas, c'est le premier adjoint parce que c'est lui qui a été choisi. Quand on l'a signé un contrat avec lui, il dit je prends mon adjoint, mon premier adjoint. Maintenant, l'encadrement technique, la direction technique a proposé un deuxième adjoint. Très bien. Maintenant, vous avez vu, il y a une collaboration et même, je dirais même une complicité entre Dame et Dumas durant tout le tournoi. Aujourd'hui, il est plus... Parce que là aussi, il a été engagé pour 2 mois pendant la phase de préparation qui va démarrer du mois de juillet, donc du début juillet à fin août. Alors, Président, il y a aussi une question subsidiaire, parce qu'hier, après la victoire, la belle victoire des Lions, on a eu l'impression que le ministre des Sports vous a un peu mis la pression en parlant du fait que le monsieur qui a quand même conduit cette équipe à la qualification doit être conforté à sa place. On s'est dit, est-ce que justement, il n'y aurait pas un changement, même dans... Non. C'est pas une façon de vous mettre un peu la pression. Non, on s'était mis d'accord. Parce qu'on parle aussi de l'arrivée du retour des coachs locaux, on en a beaucoup parlé. Non, pour Porfirio, tout a été établi avant, mais on ne pouvait pas signer le contrat tant que l'équipe n'était pas qualifiée. On s'était tombé d'accord sur les termes du contrat, le ministre lui-même m'a donné son accord sur les grands axes du contrat. J'ai parlé avec Porfirio, le contrat a été fait, traduit en français officiellement au niveau du ministère des Affaires étrangères. Il ne restait que la signature.
Mais la signature était subordonnée à la qualification de l'équipe. C'est simplement ça. Alors, on va reparler un peu basket, Malal, avec justement l'une des révélations de ce tournoi, Mamadou Lamine Samb. À 27 ans, il s'est révélé être une des pièces maîtresses de l'équipe nationale du Sénégal pour ce tournoi de Dakar. Après avoir remporté donc la médaille d'argent avec l'équipe nationale junior de la France, il a décidé donc de venir au Sénégal pour défendre les couleurs nationales et au grand bonheur du public. Qui est-il? Qu'a-t-il fait à Dakar et à Bamako? Suivons son portrait signé Pape Faragning et Mas Ndiaye. Il a été l'une des pièces maîtresses de l'équipe durant les 3 sorties des Lions à Dakar. Mamadou Lamine Samb a livré d'excellentes prestations dans cette équipe sénégalaise et les statistiques parlent pour lui. 110 minutes accumulées en temps de jeu sur les 3 matchs des Lions, 10 points contre la Guinée, 21 contre le Cap-Vert et 12 points contre le Mali. Appelé en renfort, Mamadou Lamine Samb, 27 ans, évolue en France à Ray Atlantic Club depuis 2015 en National 1. Le meneur de jeu de 27 ans se montre aux yeux du grand public. Lui qui a d'abord évolué en équipe de France, notamment chez les juniors. Il est même sacré vice-champion lors du championnat d'Europe de 2005. Le joueur faisait partie des joueurs présélectionnés avec le Sénégal pour prendre part au tournoi de préqualification olympique à Manille avant d'être recalé. Pour ce tournoi de la Jaune 2, Mamadou Lamine Samb a saisi sa chance au bout de bras. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, Lamine Samb a appris la naissance de son dernier enfant vendredi, premier jour de la compétition. Voilà, Président. Alors, Mamadou Lamine Samb était dans l'antichambre de cette équipe nationale depuis le tournoi de qualification. Il faisait partie des présélectionnés. Mais pour l'avoir en fait dans le groupe, vous avez dû respecter, je pense, une procédure de la FIBA en vous acquittant d'une somme de 2200 francs suisses, à peu près 2200 €. Donc, on fera la traduction plus tard. Aujourd'hui, quand même, vous êtes satisfait d'avoir investi sur ce joueur? Oui, bien sûr. Je pense que sa venue a été très bénéfique pour l'équipe. Malheureusement, il fallait lui faire un changement de nationalité pour lui permettre de jouer pour l'équipe du Sénégal. Il a joué en espoir en France. Mais quand on nous a dit qu'il fallait payer 2000 € pour le qualifier, j'ai dit on paye. On a à peu près, ça a tourné autour de 1 300 000. J'ai moi-même personnellement procédé au virement de la somme dans les comptes de la FIBA pour l'avoir, même pour un seul tournoi, c'est-à-dire le tournoi de Bamako. Malheureusement, à Bamako, il a joué 1, alors qu'il n'est pas 1, il est 2. Donc c'est ce qui a fait qu'il a perdu des ballons à Bamako, mais nous savions que c'était un joueur talentueux. Quand nous avons demandé de rester, il s'est sacrifié et a accepté de venir jouer le tournoi de Dakar. Et moi, dès son arrivée, Khan m'a dit, bon, si Lamine est là, on va se qualifier. Moi, il y a une complicité entre eux depuis longtemps. Voilà. Bon, cela va exacerber un peu, entre guillemets, la concurrence à ce poste, parce qu'on sait qu'il y avait aussi un Américain naturalisé qui a joué justement le tournoi de Manille. Là, ça va être 3 joueurs peut-être pour un poste. Bien sûr, ça va exacerber la concurrence, mais bon, l'équipe nationale sert à ça. Ensuite, il faudra qu'on se projette dans les interstices disons, du règlement, pour voir un peu quelles sont les possibilités qui s'offrent à nous. Je pense que le président qui est juriste devra peut-être mettre en avant son expertise dans le domaine pour qu'on essaie d'avoir la meilleure équipe possible. Ce qui est clair, c'est que cette qualification, elle a été vécue par les joueurs. Okay? Moi, je me souviens qu'à la fin du match contre le Mali, ce jour-là, j'ai dormi à 4 h du matin parce que j'étais en contact par les réseaux sociaux, par les trucs, avec tous les joueurs. Gorgui Dieng, ce jour-là, il m'a appelé 7 fois. Bon, je lui dis finalement, Gorgui, écoute, chez toi là-bas, tu as 6 heures de moins, moi, il faut que j'aille dormir. Malendoy, donc, c'est-à-dire, ils se sentaient tous investis. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très positif et qu'il faut le magnifier dès maintenant. Maintenant, il ne faut pas que cet élan-là se brise. Il ne faut pas que la flamme connaisse des sursauts. Il faudra qu'on travaille. Et qu'on mette surtout en place. Et c'est à ce niveau-là que je voudrais vraiment insister. Nous avons été à plusieurs Coupes d'Afrique depuis. Nous avons vu comment les autres fonctionnent. Il ne faudrait pas que le Sénégal fasse moins que les autres. Il y a le staff, il y a le groupe,
et il y a le background, tout ce qui doit être derrière. Et je pense que c'est à ce niveau-là que nous n'avons jamais, en tout cas, été aussi présents que les autres. Je donne un exemple. On a fait d'énormes efforts lors de l'Union Afro-Basket masculin en amenant un ostéo, un médecin et un kiné. Ok? Moi, j'étais type officier de l'équipe. Je sais que les joueurs, à un moment, ils se sont plaints. Pas parce que les gens n'étaient pas très... les gens étaient très, très compétents. Vous imaginez un colosse qui fait 2,15 m, si tu dois amasser 4, vous êtes 2. Donc le kiné, ça dormait à 4 h du matin. Et ça n'arrêtait pas. Et dans ces compétitions, je dis non, attends, je termine par là. C'est tellement important parce que c'est des compétitions à rouleau compresseur où on joue tous les matchs, tous les jours. Comme ce qui s'est passé hier. Avec une seule pause. Donc je pense que c'est dans le staffing que le Sénégal devra faire beaucoup d'efforts. D'abord, staffing médical, ensuite staffing technique avec des superviseurs de match, mais surtout un éditeur, un vidéaste, quelqu'un qui va les aider. Oui, on se souvient d'ailleurs, Mass a été mis à contribution parfois pour ramener des vidéos, pour que le coach puisse regarder. Il y a un problème qu'on a évoqué tout à l'heure ici, mais je pense qu'on a tenu le débat ici, mais les téléspectateurs n'ont pas bien compris quand on parlait tout à l'heure de concurrence. Le problème, c'est qu'il y a ce problème de naturalisation. Lamine Samb, vous l'avez souligné, président, il a été naturalisé. Ce qui veut dire, et avant lui, on a naturalisé un autre meneur américain, Kelvin. Ça veut dire que juridiquement, le Sénégal ne pourra pas compter sur ces deux joueurs. Il faudra faire des choix. Il faudra faire des choix. Alors, comment comptez-vous, président, régler ce problème, tout en sachant qu'il y a un Georgien qui est également américain qui frappe à la porte de l'équipe nationale du Sénégal? Bon, Georgina, il n'a pas encore une sortie. Par contre, entre Kelvin et Lamine Samb, il faudra nécessairement, à l'état actuel des textes, faire un choix entre les deux. Maintenant, il faudra se battre pour faire modifier les textes, comme le football l'a fait. Il y a d'autres Sénégalais. Aujourd'hui, en m'entretenant avec l'entraîneur, il m'a effectivement posé ce problème-là. Essayez-moi faire en sorte qu'il ait la meilleure équipe du Sénégal possible. Il veut que Sangoné et ses documents administratifs pour pouvoir jouer en équipe nationale. Il m'a également parlé du cas de Moussa Kamara qui était venu lors de la préparation du Tokyo. Donc on en a parlé. Il m'a même dit, bon, à partir de la semaine prochaine, il nous fera une liste élargie de tous les Sénégalais possibles. À partir de ce moment-là, nous, on pourra travailler sur le plan administratif. Alors, mais je voulais simplement signaler une chose en ce qui concerne la taille de la délégation. Parce que nous, l'année dernière, dans les textes de la FIBA, la délégation officielle doit comporter 18 personnes. Et on parle même d'un entraîneur et de son adjoint, plus un médical. Donc nous l'année dernière, on a fait des efforts pour partir avec une délégation de 24 personnes. On a même payé un surplus par rapport à la taille de la délégation. En amenant, comme il l'a dit, sur le plan médical, nous avons renforcé sur le plan technique. Mais il y a aussi des entraîneurs. Vous ne pouvez pas imposer à un entraîneur des superviseurs. Vous ne pouvez pas imposer à un entraîneur. Non, c'est l'entraîneur. Quand vous lui dites un entraîneur, vous ne pouvez pas demander à un entraîneur. Moi, j'étais favorable à la mise en place d'une commission technique chargée de superviser et de rendre compte à l'entraîneur technique, à l'entraîneur national. Mais c'est l'entraîneur de décider de sa manière. Mais président, cette difficulté-là peut être contournée. Le DTN fait partie de la direction technique, de la délégation. Vous pouvez mettre des gens qui vont prendre des notes, prendre des informations, filer ça au DTN. Est-ce que l'entraîneur en a besoin? C'est ça aujourd'hui le problème. Est-ce que non? Est-ce qu'il en veut? C'est ça, voilà, c'est ça. Non, moi je pense qu'il faut qu'on se comprenne bien. Il ne s'agit pas ici d'imposer quoi que ce soit à un entraîneur, parce que c'est l'entraîneur qui est le patron technique de cette équipe. Dès l'instant qu'on signe un contrat avec lui. Ce que je dis, c'est que nos multiples présences aux différents Afro-Basket nous ont permis quand même de remarquer quelque chose. C'est-à-dire, il y a bien entendu l'officiel et il y a le background. Aujourd'hui, à mon avis, l'une des clés de notre futur succès, ce sera de mettre en place ce qu'on appelle un écosystème gagnant. Et dans cet écosystème gagnant, ça ne veut pas dire que tous ceux qui seront dans ce groupe-là auront le même statut. Il y a ceux qui sont les officiels, qui font partie, etc. Et il y a ceux qui peut-être même parfois ne vont pas au match, ils restent à l'hôtel.
pour pouvoir faire leur job au retour des joueurs. Ce que je veux dire de façon globale, c'est qu'il faut qu'on comprenne que nous sommes en 2017, cela fait 20 ans que nous n'avons pas gagné cette compétition, et à partir de cette année, ça va être beaucoup plus compliqué, parce que la prochaine échéance, je pense, c'est en 2021. Sur 4 ans. Donc, il y a les autres travails. Donc nous aussi, nous devons nous mettre au pas pour être au moins au même niveau du point de vue standing. Très bien. Alors Bamba, en parlant de préparation justement, Président, il y a souvent ces questions qui reviennent concernant les contrats d'assurance. On sait que par exemple pour des joueurs comme les Gorgui Sy Dieng, Maurice Ndour ou encore même ce Kevin qu'on va aller chercher, c'est ça, Georges Junior. Voilà, c'est ça. Il faudra payer cher. Et ça aussi, je pense que ça fait partie aussi du travail d'anticipation de la fédération, tout comme les matchs de préparation. On a vu leur importance sur les précédentes éditions et les précédentes compétitions. Comment vous allez vous y prendre? Je vous donne un exemple. Pour le tournoi de la zone 2, la police d'assurance a été souscrite avant même la venue des joueurs. On a envoyé la police d'assurance au club pour qu'ils puissent libérer leurs joueurs. Sauf qu'ils ne viennent pas de la NBA. Oui, mais je dis, même la NBA, maintenant, avec l'extension de la police d'assurance, c'est devenu moins cher. Aujourd'hui, en fait, vous payez une prime supplémentaire et la police d'assurance souscrite au niveau de la NBA couvre le joueur pendant l'Afrobasket. Donc à ce niveau-là, j'ai dit hier, à partir de la semaine prochaine, on va mettre un comité pour diriger le projet de conquête des titres africains. Et Inch'Allah, toutes les dispositions seront prises. J'ai parlé tout à l'heure avec l'entraîneur qui me disait effectivement lors de notre entretien, il veut qu'avant le jour du regroupement, que le joueur, s'il vient dans sa chambre, il trouve tous ses équipements. Que tout soit mis en place avant le démarrage du regroupement. Donc, je pense cette année aussi, c'est le lieu également de remercier le ministre des Sports. Pour la première fois, nous avons signé le contrat avant l'arrivée des joueurs. Nous, à Bamako, nous étions pris en charge personnellement. On n'a pas logé dans l'hôtel offert par le comité d'organisation qui est un hôtel de 3 étoiles. Nous avons pris un hôtel 5 étoiles. Les gosses étaient mis dans des conditions de performance. Tout à fait. Voilà. Et à Dakar, effectivement, aussi, on a choisi un bon hôtel. Les joueurs même me disent qu'ils préfèrent maintenant, à chaque regroupement, rester dans cet hôtel-là. Les primes ont été payées à temps, primes de participation. Justement, le montant des primes, et finalement, qui bénéficie des primes? Est-ce que ceux qui ont fait la manche allée sont compris dedans ou finalement, vous avez juste récompensé ceux qui se sont pris? Non, tout le monde a été récompensé. Nous avions fixé des primes de participation au tournoi. Ceux qui ont participé au tournoi de Bamako ont reçu des primes. Ceux qui ont fait les 2 tournois ont reçu 2 primes de participation. Ceux qui ont fait le tournoi de Dakar ont reçu des primes de participation. Et on ne peut pas connaître le montant? Non, je ne peux pas parler des montants. Maintenant, ceux qui ont fait le tournoi de Dakar également, de Bamako ont reçu la moitié. Ceux qui ont fait les 2 tournois ont reçu la globalité. Mais Président, en parlant d'argent, le Sénégal va miser sur un budget de combien pour être à l'abri de mauvaises surprises pour l'Afrobasket 2017? Non, en fait, il y a une réunion ce matin entre le directeur technique et l'encadrement et les entraîneurs pour préparer ce qu'on appelle la fiche technique, la fiche de préparation. Bon, ils m'ont donné les grands axes. C'est d'abord démarrer à Dakar, le regroupement, aller en Espagne, et faire des tournois en Europe si c'est possible et revenir à Dakar pour faire le tournoi de Dakar, prendre le drapeau national et partir à Brazzaville. Très bien. C'est vraiment un objectif pour vous de remporter quand même ce titre? Oui, c'est un objectif. Comme vous avez dit, ça aurait été une catastrophe qu'on ne se qualifie pas pour l'Afrobasket. Est-ce que ce sera une catastrophe si on ne remporte pas le titre? Non, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que si on ne se qualifie pas... Il faut placer la barre haute, non, oui, je dis, je vais m'expliquer. D'accord. Si on ne se qualifiait pas, ça allait être une catastrophe parce que, comme les gens l'ont dit, on allait jouer en 2e division. On va jouer les éliminatoires de la Coupe du Monde, avec toutes les conséquences que cela comporte. Maintenant, on a un objectif qu'on s'est fixé, c'est la reconquête du titre. Si on l'a, tant mieux. Si on ne l'a pas, on en tirera les conséquences après une appréciation objective de la situation. Mais face à l'échec, il y a deux attitudes à avoir. C'est soit rendre le tableau, soit recommencer. Non, écoutez, moi je ne pense pas que... Oui, attendez, moi je ne suis pas d'accord, absolument pas d'accord avec le président. La fédération n'a pas pour mission principale de remporter une Coupe d'Afrique. La fédération a pour mission principale d'animer et de gérer la discipline. Évidemment, cerise sur le gâteau, si on gagne une compétition africaine, mais cela nous valorise. Je ne pense pas que la fédération... Attendez, il faut qu'on... gagné avec les filles. Je dis qu'il n'y a pas de relation directe entre
occuper, gérer une fédération et gagner une compétition. Mais c'est un souhait. Aujourd'hui, les 14 millions de Sénégalais veulent retrouver le titre de champion d'Afrique. Et c'est possible. Je ne dis pas que... Parce qu'en sport aussi, il ne faut pas qu'on se leurre. Hein. On va investir, on va mettre de l'argent, on va chercher des trucs, on va faire des tournois. On va écouter les conseils de Baba, entre guillemets. Mais au bout, l'investissement n'est jamais garanti. Le résultat n'est jamais garanti par l'investissement. Mais la personne morale de cette fédération a le droit de se challenger. Oui, il faut qu'il se challenge justement pour qu'on aille chercher ce titre. On viendra pour gagner, l'Angola viendra pour gagner, le Nigeria viendra pour gagner. Mais aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a une équipe capable de gagner. Donc il faut mettre tous les moyens pour permettre à cette équipe de gagner. C'est ce qu'on vous souhaite, Président. Peut-être un dernier mot avant qu'on ne passe au football. Nous voulons remercier tout le monde, surtout le public. Je pense que l'air, ça a été l'apothéose. Ouais, tout à fait. Le public a répondu. On s'était déjà qualifié, mais il fallait gagner pour rendre la fête belle. Tout à fait. Donc mes remerciements à tout le monde. Voilà. Merci, Président, pour nous avoir accompagnés durant cette première partie de Sport à la Une, tirer le bilan donc, de cette qualification des Lions pour l'Afro-Basket prévue au Congo, c'est ça. Et donc, bonne continuation et bonne chance donc, pour cette future échéance. On va parler de football sans transition. Dans quelques instants, nous recevrons l'ancien international sénégalais El Hadji Diouf pour parler justement de cette actualité du football sénégalais, mais aussi l'actualité du football africain. Mais ce qu'on va retenir d'abord, c'est que le Sénégal vient de boucler 2 matchs amicaux et le second s'est achevé il y a quelques heures de cela contre la Côte d'Ivoire. Donc sur le même score que le premier, 1 but partout. D'abord c'est Sadio Mané qui ouvre le score à la 67e minute sur penalty. Voilà, un penalty. Bon, voilà, il a vaincu le signe indien, on va dire. Penalty quand même provoqué, faut le dire, par Karambot sur une poussette du défenseur ivoirien dans la surface de réparation. Sadio Mané n'a pas tremblé donc. Et puis 3 minutes plus tard, ce sont les Ivoiriens qui égalisent. Mais apparemment, je ne sais pas, peut-être qu'on a oublié. Voilà, c'est allé très vite. Je pense que ça a même échappé un peu aux réalisateurs. On parle de faute de placement, en tout cas de faute de concentration. Donc les Ivoiriens n'ont pas eu à douter pour donc, ce match amical. Malheureusement, le match amical s'est terminé en queue de poisson, comme vous le découvrez là. Il y a eu un envahissement du stade de Charletti, donc en région parisienne. C'est là où se jouait donc cette rencontre. Donc 5 minutes avant la fin de la rencontre, l'arbitre a pris la décision d'interrompre le match. Pas de conférence de presse d'après-match et on ne saura jamais qui de la Côte d'Ivoire ou du Sénégal aurait pu remporter cette rencontre. En tout cas, je ne sais pas, vous avez regardé ce match assez plaisant, assez rythmé entre 2 grosses équipes africaines. Peut-être que le Sénégal a manqué de réalisme, mais quand même la Côte d'Ivoire a obtenu pas mal d'occasions. Bon, oui, moi ce que j'ai plus noté, c'est le fait qu'Aliou ait fait jouer des jeunes joueurs comme Opanguet, Rouma. Donc ces jeunes qui ont pu un peu découvrir l'ambiance de l'équipe nationale, porter le maillot. La relève est préparée et il faut conduire toute cette lancée-là pour bien entamer les prochaines compétitions. Très bien. Alors, oui, cher. Oui, dans ce match, Simon, je pense que déjà, ça a été un peu une petite surprise, l'affluence. Et ceux qui ont payé leur ticket, je pense qu'ils ne seront pas déçus, puisque les 2 équipes ont joué un match avec beaucoup d'intensité quand même. Ouais, parce qu'à un moment donné, on ne pensait pas ou bien plus que c'est un match amical entre 2 équipes qui se préparent pour les prochaines éliminatoires de la Coupe du Monde, mais plutôt un derby entre 2 grands pays de football de l'Afrique de l'Ouest. Et je pense qu'ils ont été gâtés, ces spectateurs de Charletti. Mais malheureusement, le match qui se termine en queue de poisson. Et pour vous dire, je pense que c'est un problème aussi par rapport aux forces de l'ordre mobilisées. Et en plus, je ne sais pas, je ne veux pas dire que ce sont les supporters ivoiriens qui ont gâché le match. Mais une chose est sûre, j'ai assisté à 2 matchs de cette équipe de la Côte d'Ivoire
à Félicia, le stade national des éléphants. Et souvent, on voyait ce genre de choses. Des supporters ivoiriens qui quittaient les gradins. En tout cas, ils ont été les premiers à chaque fois. Ils ont été les premiers ce soir aussi. On l'a remarqué, mais à la fin, bon, je pense qu'on verra dans les buzz du web, ils ont même récupéré le tableau du 4e arbitre pour vous dire à quel point c'est allé quand même assez loin. Alors, on va, le temps qu'on installe El Hadj, qu'il nous donne un peu peut-être sa réaction, s'il a regardé le match. Bamba, vous avez regardé ce match entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Comment vous avez trouvé la prestation J'ai regardé la seconde mi-temps parce que je n'avais pas accès à la télévision là où j'étais au moment où le match démarrait. C'était un bon match, si, mais j'étais en train de conduire. Et RFM n'était pas là. Voilà, et RFM Malin ne faisait pas ses envolées en direct. Mais bon, disons que j'ai assisté à un footballistiquement mais la première mi-temps était meilleure quand même. En tout cas, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait quand même du football, ça jouait de part et d'autre. Et puis, il y a eu ce couac de clap. À la limite, aujourd'hui, on ne sait même pas si le résultat sera homologué ou pas, parce que le match n'est pas arrivé à terme. Il faut s'en désoler, ok, et en tirer les conséquences, quoi. Je veux dire, l'organisateur de ce match ne peut pas, ne serait-ce que pour la sécurité et des spectateurs et des acteurs, ne pas mettre assez d'éléments de sécurité qui puissent juguler cette marée qui est descendu et qui a... parce que les forces, les stadiers ont été plus ou moins débordés. Ils ont été débordés. À chaque fois et ils n'ont pas réussi, justement, comme vous dites, à parce que quand tu organises un match, quand même, tu connais la configuration du stade dans lequel tu l'organises, tu connais le contexte géographique, Charletti, on sait tous où ça se trouve en France, etc. Il faut prendre les devants en termes de mesures. Et je pense qu'à ce niveau-là aussi, attention, hein, la Fédération française de football, qui autorise tout match amical sur son territoire, devra aussi certainement être interpellé. Quand même, on a vu des matchs de l'équipe de France qui ne sont pas allés à terme avec l'Algérie. C'était l'Algérie, c'est un cas exceptionnel. Sauf que nous, on n'est pas la France. Voilà, merci de nous rejoindre sur ce plateau. Alors, est-ce que vous avez regardé ce match? Oui, j'ai regardé l'ensemble du match. Comment vous avez trouvé la prestation et des Ivoiriens et des éléphants et des Lions, pardon? Vous savez bien que moi, je me demande toujours la même question. Comment ça se fait qu'on organise ces matchs de haut niveau, que ce soit, c'est une belle affiche, Sénégal-Côte d'Ivoire. Comment ça se fait qu'on l'organise d'abord en France, avec tous les problèmes, et d'abord en France ou en Europe? Parce qu'on a vu les problèmes qu'on a eus pour les visas. Parce que tu as un joueur majeur qui s'appelle Diao Baldé qui a un problème de visa, qui ne peut même pas se déplacer. Il y a un problème. Et l'autre problème, c'est qu'on en a besoin surtout ici. On en a besoin ici. Si tu fais Sénégal-Côte d'Ivoire, avec les Ivoiriens qui sont ici, et Côte d'Ivoire, c'est pas loin d'ici, et les Sénégalais ont envie, même ne serait-ce que pour la fédération, ou l'entraîneur national devrait demander qu'on joue au Sénégal pour que les joueurs puissent sentir aussi le public. C'est important. Mais là, vous en avez beaucoup joué de ces matchs. Ouais, comme ça. En France, dites-nous, c'était quoi? Bon, à l'époque, je pense que c'est une question de coût. C'est question de coût, je ne dirais pas, mais ils vont dire à quelqu'un de la fédération, on va être d'accord avec une personne ou bien une société qui va organiser le match. Et après, ce qui va se passer, il faut penser au jour avant de penser au coût. Parce que le jour aujourd'hui, tout le monde me dit que c'était un bon match. Je reste sur ma faim parce qu'un bon match, je dirais non. Parce que s'il y avait au moins 20 000 spectateurs, les joueurs allaient se donner plus aussi. Parce que plus qu'il y a du monde et plus que tu as envie de te montrer. On connaît le haut niveau, on a joué dans le haut niveau. Aujourd'hui, un stade vide, personne n'a envie de jouer dessus. Il y avait du public quand même. Oui, mais Malal, excuse-moi, Sadio Mané il joue à Liverpool, il y a combien de spectateurs par chaque match? Les autres joueurs, Bailly, Eric, tous ces joueurs-là jouent dans des grands clubs. Et aujourd'hui, les Sénégalais en avaient besoin de voir leur équipe nationale ici à Léopold Sédar Senghor, ou pareil pour l'équipe de la Côte d'Ivoire, pour tester leur public, comment la population, après une Coupe d'Afrique, où les deux équipes ont fait un échec total, comment ils allaient répondre. Voilà, très bien. Vous restez avec nous, El Hadj. On va d'abord donc revenir justement sur cette expédition. J'ai presque envie de dire que la fin du match joué à Charletti, un peu à l'image de l'expédition du Sénégal, remplie de quoi?
Oui, c'est une équipe incomplète même qui a joué le match contre le Nigeria à Londres. Certains n'ayant pu rejoindre l'Angleterre faute de visa. Sur le plan marketing et image, les Lions ont créé une nouvelle mode. Le Ndiakhas en tous et Romaille, tous ces Pumas. Et les questions d'ordre logistique qui semblaient jusqu'ici une histoire ancienne reviennent dans la tanière chronologie des faits avec Mambiram Diouf. 2 matchs amicaux et des couacs à la veille du match amical entre le Sénégal et le Nigeria joué le 23 mars. Les problèmes de visa se font jour. Une partie de la délégation sénégalaise arrivée de Dakar court à l'ambassade de Londres pour essayer d'obtenir le visa d'entrée. Elle arrivera à ses fins grâce à une intervention du ministère de l'Intérieur. Mais ni Karamboy, ni Diao Baldé Keita, ni Babacar Khouma et Khadim Ndiaye ne feront le déplacement en Angleterre. Pendant ce temps-là, Ismaïla Sarr et Pape Aliou Ndiaye avaient déjà déclaré forfait. Côté image et marketing, l'équipe du Sénégal traîne les équipements de Puma comme un boulet alors qu'ils sont en contrat avec Romaille. Les Lions arborent encore des parkas de la précédente marque sportive. Pour ne pas mourir de froid, jusqu'à hier à Paris, Cheikhou Kouyaté et les siens se sont entraînés avec le logo de la marque allemande. La preuve en image. À l'image de leurs petits frères de l'équipe nationale junior en déplacement actuellement en France, eux aussi ont fait du Ndiakhas la nouvelle mode des sélections nationales. Il y a à peine 3 semaines, le public a constaté que l'équipe nationale de beach soccer, lors de son déplacement au Maroc, était toujours habillée en puma. Et pour ne pas arranger les choses, le quotidien L'Observateur nous apprend ce lundi que les Lions ont failli être expulsés de leur hôtel jeudi dernier au soir de leur match contre le Nigeria. Et pour cause, la note d'hôtel, depuis le début du regroupement, n'avait pas été réglée. N'auraient été les interventions d'un agent de joueur du nom de Djilidian et de Khalidou Koulibaly de Naples, les Lions allaient passer la nuit à la Belle Étoile. Babacar Ndao Faye, dans l'Observateur du jour, nous fait savoir que les conditions de regroupement à Paris ne sont pas des meilleures. Les Lions sont obligés de parcourir 40 km pour rejoindre leur site d'entraînement. N'en avait-on pas fini avec les couacs logistiques depuis quelques années? Après la CAN au Cameroun, le spectre de l'organisation refait surface, mais à nu avec ses 2 matchs amicaux contre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Voilà, donc des couacs tout au long de cette expédition, on va dire, de l'équipe nationale en France et en Angleterre. On a quand même quelques débuts de réponses, notamment concernant l'équipe Montier, puisque bon, dans un article paru chez nos confrères de Stade, on a un certain Djilidian qui est l'intermédiaire entre la FSF et l'équipe Montier qui nous apprend qu'il y a quand même 10 000 maillots qui sont actuellement en cours d'envoi. Dans le lot figure 4000 maillots, 4000 polos de loisirs, 4000 survêtements, etc., etc. Tout le matériel est dans un bateau et en train d'être acheminé à Dakar parce que l'envoyer par DHL, ça coûtait trop cher. C'est vrai que là, on est quand même un peu surpris, Bamba, de voir l'évolution des choses entre le mois de décembre où on a signé ce contrat entre l'équipe Montier et l'équipe nationale du Sénégal et 3 mois après, les joueurs, comme on dit, ont créé une nouvelle mode, le Ndiakhas. Ben, c'est pathétique et ça traduit, je ne sais pas, d'une certaine légèreté. À quel niveau, je ne sais pas. Encore que, quand même, Mampato, on réfléchit. Hein. Je ne pense pas qu'une telle quantité puisse passer par DHL. On ne parle pas de DHL, on parle de logistique, de mise en place, de matériel, de travail. Hey, on savait qu'on allait jouer à Londres, on savait qu'on allait jouer à Paris. Ne serait-ce que, je ne sais pas, même si les produits sont confectionnés en Chine, on aurait pu prendre le package et faire le fret pour que ça aille sur les lieux de ces compétitions. Non, je pense sur cette question de l'équipementier, on a tout faux. Déjà, on a joué avec Puma pendant très longtemps, alors que le contrat était terminé. 2 ans et demi. Cela pouvait s'expliquer si derrière il y avait une attente légitime de signer un très bon contrat. Et un très bon contrat, c'est quoi? C'est un contrat que tu signes avec toutes les garanties possibles. Romain et moi, je ne connaissais pas cette marque avant que cela le signe avec le Sénégal. C'est bien, ça veut dire que donc, le Sénégal porte cette marque. On va les porter sur le marché international. C'est nous qui les portons, pas eux. Donc, il y a un minimum de garantie qu'il fallait demander. OK.
et dont il fallait s'assurer de l'existence avant de l'exécution. Sinon, il fallait mettre dans le contrat des clauses tellement contraignantes que le gars, il ne prendrait aucunement le risque de faire dans le retard de livraison. Parce que, nous sommes allés à la CAN déjà. Ça a commencé là-bas. Oui, est-ce qu'il y en a assez ou pas, etc. Peu. Ça ne traduit pas. Excuse-moi, je termine. Je veux dire, nous sommes quand même le Sénégal. Okay? Les autres ne sont pas à un niveau supérieur que nous. De ce point de vue, c'est vrai, on n'a pas encore gagné quelque chose, tout ce que tu veux. Mais nous avons quand même un standing à respecter. Et je pense que cette question doit être tirée au clair le plus tôt possible. Mais justement, Elhadj, vous, quand même, vous avez été un grand professionnel, vous avez évolué partout en Europe. Cette histoire d'équipementier, est-ce que, quand même, en tant que joueur, ça vous plaît de nager comme ça dans le plein désordre, ne pas savoir comment s'habiller, quelle marque porter? Normalement, quand même, quelque part, ça doit faire désordre. Mais vous savez que ça fait un peu... Ça fait depuis combien de temps on parle de ça? Mais si Gaston Meng aujourd'hui, qui est le patron de notre marketing aujourd'hui, et qui te dit qu'ils ont signé sans mon aval, il y a un problème. C'est que le vrai problème du football, du football et des équipementiers, le problème des visas, il y a un problème, il faut se dire les choses en face. C'est qu'aujourd'hui, encore une fois de plus, pour faire un football de haut niveau, il faudra des grands dirigeants. Avec tout le respect que je dois à Maître Augustin Senghor, qui est un ami, que j'ai rien contre lui. Et il est, je le dis et je le redis, il n'est pas bien entouré. S'il prenait des professionnels aujourd'hui, en 2002, on est parti à la Coupe du Monde, à la Coupe d'Afrique, finaliste. On a joué plus de matchs que eux et on n'avait pas de problème d'équipementier. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un problème. Et le vrai problème aujourd'hui, c'est la Fédération sénégalaise de football qui a signé. C'est pas aujourd'hui, j'ai eu Djili au téléphone. J'ai eu Djili au téléphone. Qui est l'intermédiaire? Qui est l'intermédiaire, c'est un ami à moi. Il habite à Londres. Très bien. Ils ont eu 400 000 francs, 400 000 euros pour Romaï. Et aujourd'hui, ils ont joué une Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique, normalement, avant de participer à une Coupe d'Afrique, on te donne tous tes équipements jusqu'en finale. Comme ça que tu n'as pas de problème. Et c'est ce que Djili m'a dit au téléphone. Mais maintenant, il doit y rester des maillots parce qu'on n'est pas allé jusqu'en finale. Bon, mais les maillots sont où? On le demande à la fédération parce qu'il y a des gens, quand ils rentrent chez eux, quand la compétition est finie, la Coupe d'Afrique, peut-être qu'ils rentrent avec des maillots aussi. C'est qu'il faut être sérieux. Aujourd'hui, le vrai problème, c'est le management, comment on manage l'équipe du Sénégal. Et franchement, je le dis et je le redis, encore une fois de plus, l'État a une part de responsabilité. Mais là, comment expliquer ça quand on sait qu'en équipe nationale de football, les intendants sont des militaires? Les intendants, c'est les derniers mots de la chaîne. Ils ne font qu'exécuter. Oui, c'est pas de leur faute. Franchement. Ils ne font que le dispatching, ils font la planification et le dispatching. Ça fait des années que je joue en équipe nationale et je vais te dire encore, c'est pas de leur faute. Et ces gens-là, c'est des professionnels. Et ces gens-là, le soir, quand ils dorment, parce qu'ils sont fatigués, ils font plus de boulot que les autres, on tape à leur porte pour leur dire, donnez-moi cet équipement-là. Et ils sont obligés. Quand aujourd'hui, il y a des noms que je ne peux pas citer en face, et ils se connaissent, qui sont autour d'Augustin. Quand ils vont demander à l'intendant, obligé qu'ils vont lui donner. Non, parce qu'aujourd'hui, Augustin est très gentil avec son entourage. Mais est-ce que ce n'est pas un problème aussi de quantité d'équipement? Plus que je pense qu'il n'y en a vraiment pas assez. La preuve, quand ils sont partis, partis en Europe, ils n'avaient pas des parkas. Tu sais ce que Puma m'avait dit? Je te parle à l'époque. Puma n'était pas d'accord avec le Sénégal. À l'époque, ils m'ont dit, on a donné plus d'équipementiers au Sénégal que l'équipe d'Italie qui avait gagné la Coupe du Monde. Puma, ils me l'ont dit. C'est pourquoi on utilise toujours Puma alors. Donc Puma, ils me l'ont dit. Les conteneurs sont toujours. Écoutez-moi, Puma, ils m'ont dit, on a donné l'équipe, on a donné au Sénégal qui n'a rien gagné, plus d'équipements que l'équipe du Sénégal, que l'équipe d'Italie qui a gagné la Coupe du Monde. Donc, il y a un problème. Le vrai problème, c'est quoi? Il y a les équipements où, avant même, l'équipe nationale du Sénégal, ils savent qu'ils vont jouer des matchs amicaux. Tu sais que quand tu sais que tu vas jouer en Russie, tu dois préparer les kawi, tu dois tout préparer, c'est professionnel. Donc encore une fois de plus, les gens qui sont à la tête de la fédération, aujourd'hui, ils ont montré encore leurs limites, les problèmes de visa. Et, excuse-moi encore une fois de plus, je reviens sur les visas. Comment ça se fait que les fédéraux sont partis, ils ont leur visa et les acteurs n'ont même pas encore leur visa? Il y a un problème. Il y a une partie de la délégation qui est partie à Paris, qui a récupéré ses visas sur place. Hein.
Mais avant de régler les visas des joueurs, du ministère parce que dans la vie il y a deux, il y a les acteurs et les spectateurs. Mais aujourd'hui les acteurs sont plus importants. C'est eux qui jouent. Aujourd'hui, avant de faire à Maître Augustin Senghor son visa, il faut faire le visa de Diao Baldé. Parce que les gens vont au stade pour voir Diao Baldé. Et là, Maître Augustin Senghor n'est pas parti à Londres. Non, je veux dire seulement, c'est un exemple. D'accord. C'est un exemple. Il y avait quand même un chef de délégation, peut-être Sayer Seck est parti, il y a eu Samba Rendour, mais certains joueurs sont venus à Paris, certains sont arrivés en retard. Je pense que Karambou est venu même jusqu'à Dakar pour se faire son visa. Mais il y a eu un problème de délai. C'est là aussi peut-être on doit faire... tirer la sonnette d'alarme, c'est-à-dire qu'on nous dit oui, pour garder le secret par rapport aux convocations, on n'a pas voulu faire les démarches. Or, on sait que par rapport à l'ambassade de Londres, il faut au moins 3 semaines, ça c'est connu de tous, qu'il faut 3 semaines pour déposer les visas, pour avoir sa livraison. On ne fait pas comme les autres donc? La France, ils savent que depuis une année, ils savent les matchs amicaux qu'ils ont. Le Sénégal doit être responsable et les Sénégalais doivent être responsables et la fédération prendre les matchs amicaux. Cette année, on a tant de matchs amicaux, les matchs amicaux, on a tant de matchs et on va jouer là, tout est préparé. Mais tu ne peux pas attendre à la dernière minute, les dates FIFA, on le sait déjà. On ne va pas attendre à la dernière minute pour dire aux gens, oh, il faut qu'on fasse vite, Non, il faut être professionnel. Mais écoutez, Mame Fatou, ça nous renvoie à 2 problèmes. Le premier problème, comme il le dit, là je suis d'accord avec lui, c'est par rapport à la planification. Ok, je suis d'accord. Une équipe nationale qui se respecte aujourd'hui doit être en mesure, même si ce n'est pas sur toute l'année, on doit être en mesure sur un semestre de savoir le nombre de matchs amicaux ou officiels qu'on doit jouer et de pouvoir les caler. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense quand même qu'il y a eu de la légèreté dans le traitement administratif de cette question de visa. Même si on nous dit que, voilà, on ne savait pas quelle est la liste, etc., on peut toujours faire... réserver. Tu apply online, on aurait pu le faire pour un groupe élargi de 45 joueurs, même si on veut. Après, on va couper certains et puis on va maintenir d'autres. Je pense que la fédération aura tout intérêt à reconnaître que sur ce dossier-là, ils n'ont pas été très alertes et puis à espérer que ce genre de choses ne puisse plus arriver dans l'avenir. Ce qui est clair, c'est que jouer à Dakar ou à l'étranger, c'est des options, hein, okay, et c'est les fédéraux qui décident, mais je pense que parfois, on pense qu'on fait mieux en allant jouer à l'étranger, mais il est mieux de jouer localement. Sénégal, Côte d'Ivoire, ici à Dakar, ça va être plein. Si ça ne peut pas être à Dakar, que ça soit à Abidjan, ça va être plein. Tous les gars, les Sénégalais qui sont dans la sous-région ou ceux qui ont les moyens, qui ont envie de regarder le match, ils vont se déplacer. Ça va être la fête et il n'y a pas de quoi. Après, il y a peut-être les aléas, comment dirais-je, les aléas du calendrier. Est-ce qu'il faut gérer, parce que c'est jouer 2 matchs FIFA en l'espace d'une semaine, c'est pas évident également. On est au mois de mars, les championnats battent leur plein. Peut-être qu'aussi il y a cet aspect à prendre en compte. Et là, on est désolé, mais vous êtes parti même jouer un match amical en Corée. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Parce qu'on nous envoie. Voilà, donc c'est ça que je veux dire. C'est une option, c'est une option qui est prise. Voilà, on marque une petite pause, le temps de passer la réclame et on revient dans quelques instants. Voilà, de retour dans Sport à la Une. Alors, El Hadj, bon, c'est vrai que depuis quelque temps, on a remarqué quand même que vous multipliez les sorties médiatiques contre les fédéraux. Pourquoi vous êtes devenu aussi dur avec Augustin et son équipe, alors que c'est une équipe quand même qui est en train de faire un travail sur le long terme avec des jalons bien posés? Qu'est-ce que vous appelez un travail sur le long terme? 12 ans qu'il est là. Aujourd'hui, il faut qu'on apprenne quand même. Si on te donne des objectifs et tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs. L'objectif du Sénégal aujourd'hui, c'est de gagner une coupe. Et pour gagner une coupe... qu'on avait tout à l'heure. On a eu le débat il y a quelques instants avec le président de la fédération de basket. C'est de développer le sport qu'on vous a confié. Si c'est le football, de poser les jalons dans les petites catégories, de faire jouer tout le monde. Vous parlez du basket? Et du football? Non, non, le football aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, tu ne mets pas aujourd'hui 1,8 milliard avec un Sénégal très difficile et dire que je vais pour me promener et revenir. La Côte d'Ivoire a mis 5 milliards. Oui, mais la Côte d'Ivoire, ils l'ont déjà gagné. Mais nous, aujourd'hui, on parle du Sénégal. Aujourd'hui, on ne peut pas faire quart de finaliste de Coupe du Monde et finaliste d'une Coupe du Monde, quart de finaliste de Coupe du Monde et finaliste d'une Coupe d'Afrique. Et avec cette année, c'est pas parce qu'on avait la meilleure équipe.
Parce que tellement que toutes les équipes étaient, la plupart des équipes étaient mauvaises. La meilleure équipe aujourd'hui sur le papier, c'était le Sénégal. Et une Coupe d'Afrique qu'on devait gagner, on ne l'a pas fait, mais on ne s'est pas posé des questions, on n'a pas évolué jusqu'à présent. Donc, je ne tire pas sur la fédération, encore une fois de plus. Moi, je vais dans le bureau quand même. Je vais dans le bureau de Augustin Senghor. Augustin, sa femme, que je respecte beaucoup, c'est une amie. Et c'est l'amie à ma femme. Je n'ai pas de problème personnel, encore une fois de plus. Mais vous êtes envoyé par rapport à la future Assemblée Générale qui arrive. Mais encore une fois... Vous faites l'éclaireur pour certains parce que tout le monde se pose la question. Je vous demande une chose, je vous dis encore une chose. Pour gagner, c'est une organisation. Mais on n'a pas encore l'organisation pour gagner. Mais vous ne répondez pas à ma question là. C'est quoi la question? Est-ce que vous êtes en train de mener une campagne contre la fédération puisque nous sommes à quelques mois d'une Assemblée Générale? Mais je vais vous dire normalement les choses, comment ça se passe. Aujourd'hui, cette fédération-là ne doit pas se faire réélire et ne doit pas aujourd'hui demander aux Sénégalais, il y a des Sénégalais, il faut qu'on arrête. Les gars, quand on te dit on te demande des résultats, tu n'as pas de résultats pendant 10 années, tu viens, tu fais tes lobbying pour être encore là. On sait le lobbying qu'ils sont en train de faire. Nous, aujourd'hui, on n'avait pas le temps. Et je l'ai encore dit, c'était la faute. Nous, c'est qui? Nous, les anciens et tous les gens qui aiment le football. Je ne parle pas. Parce qu'aujourd'hui, d'où c'est écrit dans le monde? Parce que nous, quand on était en Europe, on jouait, ils ont changé les textes. Aujourd'hui, le patron de banque, si aujourd'hui il est compétent, ou un DG, on te parle du football business, il peut être un président de fédération. Aujourd'hui, tu ne peux pas être un président de fédération et être président de club. Tu ne peux pas être juge et parti. Tu ne peux pas être un président de ligue et un président de... Les textes de la fédération disent clairement, pour être élu président, il faut être mandataire d'une équipe. Est-ce que vous qui réclamez le départ de la fédération êtes mandataire d'une équipe, même si elle est de nationale? Malal, le vrai problème n'est pas là. Le vrai problème, tu sais là où il est? Le vrai problème du football sénégalais, c'est qu'aujourd'hui, on a un problème de dirigeants. Oui. C'est pas, je suis désolé encore. Quand on va dire ça encore, on va dire, ils vont encore faire leur lobbying, ils vont être là. Mais le vrai problème... Mais vous qui voulez changer, vous qui vouliez que ces dirigeants-là partent, est-ce que vous êtes mandataire d'une équipe pour aller vous présenter ou défendre une candidature? Pour l'instant, on n'est pas encore là. Pour l'instant, on est en train de s'organiser avec tous les... On parle pas de football, je ne parle pas seulement des anciens joueurs. Avec toutes les personnes qui aiment le sport. Aujourd'hui, encore une fois de plus, quand on parle de football business, aujourd'hui, eux, quand on était en Europe en train de jouer, ils ont changé les textes. Et aujourd'hui, le vrai problème du football sénégalais, avant qu'on gagne quelque chose, il faut changer les textes. Parce qu'aujourd'hui, excusez-moi du terme encore, je viens des Néotanes. Je suis issu des Néotanes. Les Néotanes aujourd'hui, c'est les Néotanes qui m'ont fait. Tu m'as regardé avec l'ASC Kanigui. Les Néotanes aujourd'hui sont plus importants que notre championnat. C'est normal? Pourquoi c'est normal? Est-ce que c'est ça la question? Est-ce que ça c'est la faute de la Fédération sénégalaise de football? C'est qui fait les textes de la fédération? C'est qui les met? Là où on ne peut pas être d'accord, c'est-à-dire vous parlez d'un bilan sur 12 ans. Mais sur 12 ans, il y a eu des acquis. D'accord, on n'a pas gagné de Coupe d'Afrique, mais à votre époque aussi, on ne l'avait pas gagné. Aujourd'hui, avec la Fédé, on est allé en quart de finale des Jeux Olympiques. On s'apprête à jouer 2 Coupes du Monde en catégorie junior, ce qui n'était jamais arrivé. On a réussi au bout de 10 ans à se qualifier au second tour d'une CAN. Alors aujourd'hui, sur quoi vous vous basez pour dire que la fédération a échoué? Parce qu'aujourd'hui, on est parti à une Coupe d'Afrique avec la meilleure équipe déjà. Mais non. Et on s'est fait éliminer en quart de finale déjà. D'accord. Bon, la faute à qui? Pour cette élimination, la faute là, elle est à mettre sous le dos de la fédération ou sous le dos des joueurs? Excuse-moi. Et déjà quand on ne parle même pas de la Coupe d'Afrique. Regardez ce qui s'est passé il y a 3 jours. On achète des maillots à Sandaga. On fait des trucs de malades dans notre football. Et nous, les vrais acteurs, ceux qui ont amené le football sénégalais là-haut, encore une fois de plus, on va croiser les bras et laisser les choses se passer comme ils veulent. Pour se faire comprendre, taille. Yéen da ngeen bëgg ñii fi ne jóge fi ndax yéen am ngeen équipe boo xam ni dafa tënkandiku ci texte yi ni ñun ñoo leen yebal pour ngeen dem jëlee fi ñii wala da ngeen seen bëgg-bëgg kese ngeen di wax. T'as pas comme ce que je te dis. On est prêt pour ça, on est en train de réfléchir sur ça et il y a d'autres choses aussi. Ce qui est vrai et ce qui est sûr, c'est que cette année,
nous, on est prêts. Et je ne vais pas dévoiler les choses maintenant ici. On est prêts, mentalement, physiquement, moralement, on est prêts et ils ne vont pas être là. Voilà, mais là, vous personnellement, est-ce que vous êtes intéressé par cette présidence de la fédération? Je ne suis pas intéressé personnellement, mais aujourd'hui, je suis intéressé pour une seule chose, le développement du football sénégalais. Aujourd'hui, les textes, comment ils l'ont fait, c'est impossible que quelqu'un puisse rentrer dans le football. Et je demande encore une fois de plus, et c'est ça le vrai problème, je demande encore une fois de plus, tant qu'on ne fera pas les assises du sport, changer les textes, aujourd'hui, ça sera toujours pareil. Je voudrais intervenir un peu quand même sur les textes. Écoutez, les textes du football sénégalais ont été votés, ont été mis en place, votés à la suite donc, du CCCP. Non, le CCCP, c'était en concurrence avec une fédération. Voilà. Après, il y a eu le comité de normalisation du football sénégalais. Voilà. Ces textes ont été adoubés par la FIFA et ces textes tirent leur légitimité du standard FIFA. Donc ce qui se passe ici au Sénégal se passe en Gambie, se passe ailleurs. Pour être membre d'une fédération, il faut faire partie d'un club, être mandaté par un club. Ouais. Ça c'est partout, en Gambie, en France. Noël Le Graët, les gens en France récemment, le football professionnel n'est pas avec lui, mais le football amateur est avec lui et donc il a remporté le truc. Moi je pense que quand même il faut qu'on sache bien que les gens ne se sont pas cachés pour faire des textes et là je ne suis pas d'accord. Pendant que vous étiez en train de jouer, vous ne vous intéressiez pas à ces questions-là. Mais ce qui est normal, je ne pouvais pas faire les deux choses en même temps. C'est normal. Donc les choses suivent. Rien ne t'empêche aujourd'hui d'avoir l'ambition d'être président de fédération, si tu en as envie. Parce qu'il suffit simplement de passer par le chemin qui est tracé. Mais encore une fois de plus. Je vais terminer. Je termine, je te redonne la parole. J'ai été écouté très religieusement et je suis d'accord sur certains de tes propos, mais pas sur tout. Autre chose. Demain, si toi tu es élu ou si tes amis sont élus président de la fédération et qu'on rate la CAN qui suit, vous allez démissionner? Mais bien sûr. Donc ça veut dire que vous êtes élu pour une CAN. Je l'ai dit et je le répète. Attends, tu as été un joueur de très très haut niveau. Tu as été à un niveau supérieur. Je te l'ai dit et je te le répète, Malal. Si moi, encore une fois de plus, demain, j'échoue, je suis le premier à me lever la main et dire... J'ai échoué, je donne la place à quelqu'un d'autre. Non, la question, je l'ai posée. Je t'ai posé la question pour te donner ma position par rapport à ça. Ma position, et je pense que c'est une position qui est très très partagée, c'est que en sport, encore une fois, si c'est les moyens mis en avant qui permettaient de gagner, eh bien les États-Unis, c'est les champions du monde 25 fois. Ce n'est pas les moyens qui permettent de gagner. Tu peux mettre 1,5 milliard, nous on a mis 1,5 milliard. Il n'est pas en train de parler. Là, on est en train de... Il a dit l'organisation du travail. Excuse-moi. S'il te plaît, je ne suis pas l'avocat défenseur de la fédération. Loin de là. On essaie d'équilibrer les débats. On a mis 1,8 milliard, c'est pour aller gagner la CAN. On a mis 1,8 milliard avec les meilleurs joueurs. Oui. On a eu des problèmes de primes. Cette année, on n'a pas eu de problèmes de primes. Quand on parle de 1,8 milliard, c'est surtout par rapport à la récession économique dans laquelle le Sénégal se trouve. C'est pourquoi on parle de cette somme-là. Cheikh Tidiane, on est d'accord que dans le management d'un team, il faut des moyens. C'est clair. Et on est d'accord également que ce n'est pas parce que tu mets les moyens que tu gagnes. Mais c'est donc, plus amer lui, il est libre. LH est libre. Il est libre de juger la fédération sur cet échec. Mais il y a deux autres qui sont libres de ne pas juger cette fédération sur cet échec. C'est ça que je veux dire. Maintenant, moi j'encourage la contradiction. Parce que c'est dans la contradiction que j'ai la lumière. Que les choses avancent. Vous avez toute la légitimité, vous avez été joueur. Moi, je suis parti, moi j'étais étudiant, je partais vous voir au stade. Hein. Je quittais midi l'université pour aller au stade Sénégal-Maroc pour regarder. Bon, bref, vous nous avez tous fait rêver. Mais il est temps maintenant... Je te pose une question. Non, je termine. Il est temps maintenant il faut que tu termines. Pour ceux d'entre vous qui veulent des responsabilités fédérales, mais il est temps pour vous de vous investir. On arrive, ça c'est pas un problème. Mais Malal, je vais lui répondre sur une seule chose. Mais comment ça se fait que nous, avec peu de moyens, est-ce que tu t'es déjà posé une question? Avec peu de moyens, on était là. Pourquoi? Et pourtant, on n'a pas une équipe plus talentueuse que l'équipe de cette année. Pourquoi? Et elle a raison. D'abord parce qu'il y avait le contexte. Peut-être que les autres étaient plus faibles. Hein? Peut-être que les autres étaient plus faibles. À cette époque-là, le Nigeria était plus fort. À cette époque-là, les autres étaient plus forts. Tu sais pourquoi? C'est parce qu'aujourd'hui, pour pratiquer le football de haut niveau, il faut avoir des vrais dirigeants. Et aujourd'hui, le foot d'Emba Salegnan, c'est un dirigeant. Là, je m'en dis que souris. Laisse tomber, c'est un dirigeant. Les autres, pareil. Je ne peux pas me mettre ici et citer les gens. Mais le vrai problème de ce football-là, et tu le sais,
Et tous les Sénégalais sont au courant. Encore une fois de plus, c'est le management. Relancer sur ce coup. Vous venez de citer de grands dirigeants qui vous ont managé et qui, au retour de cette Coupe du Monde, quand même, ont eu à être poursuivis, ou bien certains d'entre eux, pour des problèmes de détournement de l'argent de cette Coupe du Monde. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de résultats. On ne les a pas enfermés, ni rien du tout. Hein. Ça, c'était des paroles d'un peu partout. C'était des paroles d'un peu partout. Ce qu'on avait demandé à Souris, ce qu'on avait demandé à Souris, ce qu'on avait demandé à Bruno Metsu, ce qu'on avait demandé à Jean-François Bocandé et à l'équipe à cette époque-là, c'était de nous qualifier, même pas de nous qualifier à la Coupe du Monde. C'était de prendre du plaisir, de jouer et de faire plaisir aux Sénégalais. Et aujourd'hui, on a eu la chance, et je te le dis, un footballeur ou un athlète de haut niveau ne peut pas aller là sans de grands dirigeants et sans de bonnes organisations. Et aujourd'hui, ce qui fait ce qui nous fait problème à notre football, c'est qu'aujourd'hui, la fédération n'est pas capable de gérer des joueurs de haut niveau. Je vous pose encore une autre truc. Comment ça fait que Koulibaly, je te pose la question, Koulibaly, est-ce que c'est normal que Koulibaly quitte? Jusqu'à présent, on ne sait pas pourquoi Koulibaly il a quitté. Il est blessé? Non. Il y a eu un accord avec le sélectionneur. Eh bien, on arrête. Si. Là, on arrête. Non, mais si vous avez des révélations, c'est l'occasion. Excusez-moi. Non. Si vous avez des choses à dire. Il y a un moment donné, Liverpool ne voulait pas que j'aille jouer au Japon. Il y a un moment donné, Liverpool ne voulait pas que j'aille jouer au Japon. Massata Diak peut être témoin. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit que je vais jouer, c'est mon équipe nationale qui joue. Je me déplace, je vais jouer. C'est un plaisir pour moi d'être avec le groupe. Il faut qu'on arrête. Et l'entraîneur, Bruno, avait dit non, je veux Eladj, je veux que Eladj vienne. Et je suis parti. Souris, pareil. Les gars, pour un football de haut niveau, il faudra des dirigeants de haut niveau. Moi, j'aimerais Eladj également. Donc, vous parlez de l'équipe nationale toujours. Est-ce que vous voulez débarquer cette équipe fédérale-là uniquement pour gagner une Coupe d'Afrique avec l'équipe nationale, ou vous avez un projet pour le football de la base jusqu'au sommet? Mais bien sûr. C'est quoi ce projet? Nous, notre projet, le jour que je ne vais pas dire le jour que je serai dans le staff, aujourd'hui, c'est de donner aujourd'hui au Sénégal des bons joueurs et des bonnes pépites. Les bonnes pépites, c'est quoi? On sait comment former des joueurs, on sait ce qu'un grand joueur a besoin. Encore une fois de plus, Omar Daf, c'est un problème. C'est un ami. Omar Daf, c'est un problème. Il n'a pas participé à la Coupe d'Afrique. Pourquoi? Parce que Sochaux n'a pas voulu le laisser. Et aujourd'hui, il était sur le banc. Avant, mais réglons ce problème d'abord. Mais il est sur le C'est un problème qu'il faut régler. Est-ce que tu sais pas engagé avec Sochaux? Je dis c'est un problème qu'il faut régler d'abord. Demain, on va se qualifier à la Coupe du Monde encore. On aura besoin de Omar Daf. Qu'est-ce qui va se passer? Sochaux va dire non. C'est un salarié de Sochaux. Donc c'est un problème qu'il faut régler. Est-ce que c'est un exemple? Est-ce que c'est aujourd'hui? Justement, donc c'est un problème qu'il faut régler. Donc toi, tu es d'avis que le staff technique de l'équipe nationale doit être étoffé. Si on ne parle pas de Omar Daf, peut-être d'autres personnes, d'autres techniciens chevronnés pour épauler l'entraîneur. Quand Omar avait dit qu'il ne pouvait pas venir, Sochaux, ils ont dit non. Qui sont allés chercher? L'entraîneur de Guédiawaye. C'est ça? Comme superviseur. Il n'était pas sur le banc. Il était sur le banc. D'accord. Mais il faut qu'on soit sérieux quand même. On est dans un pays sérieux. Il faut qu'on soit sérieux. Mais quel est le problème? Le vrai problème, encore une fois de plus, on vous le dit, on a des joueurs talentueux. Qu'est-ce que vous proposez à la place? Parce que vous êtes en train de... Le staff technique même, il est composé de joueurs de sa génération. Sa génération, votre capitaine est entraîneur national. Lamine Diatta, Omar Daf, Tony Silva. Ce sont vos congénères quand même. Mais ils ont, eux aussi, mais je l'ai dit, eux aussi, ils ont échoué. Je l'ai dit après la Coupe d'Afrique. Donc c'est pas l'histoire de haut niveau. Mais voilà, qu'est-ce que je dis? Je dis qu'ils ont échoué aussi. Parce qu'aujourd'hui, un entraîneur, Aliou, je suis le premier à dire qu'Aliou n'était pas à la hauteur à cette Coupe d'Afrique-là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, contre une défense regroupée, qu'est-ce qu'il faut faire pour les déstabiliser? Tu mets un attaquant de plus. Aujourd'hui, si la fédération m'avait donné la chance de pouvoir parler à ces jeunes-là ce jour-là et de ne pas être loin, je sais que je Par contre, il y a justement il y a quelque chose pour une info. J'ai besoin quand même d'une vérification. Au lendemain des 2 premiers matchs, je pense que vous avez essayé d'aller au vestiaire des Lions et on vous l'a refusé. Non, c'est pas vrai.
Le premier match, déjà, je n'étais pas là-bas parce que je travaillais avec Canal+. Et le deuxième match, je suis allé et j'ai vu les joueurs. Mais vous dites que si la fédération vous avait donné l'autorisation de parler aux joueurs... Après le match, j'allais voir les joueurs. Oui. Et je sais là où je vais les voir. Alors, le deuxième match, je peux parler? Le deuxième match, j'étais là-bas. Nous, on était au Gabon aussi. Vous êtes partis et puis vous n'êtes pas entré au vestiaire. Vous pouvez demander, il y a quelqu'un qui est témoin qui s'appelle Gaël Mahé. Et Fadiga pour vous le dire. Et le président de la fédération. Donc vous n'avez pas duré. Non, le président de la fédération peut vous le dire. J'étais là-bas. Pour le deuxième match. Après, vous savez bien que les gens parleront tout le temps, elle a joué ceci ou cela, moi, ça m'importe pas. Mais je vous le dis, c'est Gaël Mahé même qui m'avait cherché le truc et je suis rentré et j'ai vu. C'est le matchmaker qui vous a cherché l'accréditation, mais pas la fédération. Non, c'est pas la fédération. C'est Gaël Mahé qui me l'a cherché. Et comme moi je suis ami avec les Hicham qui vient de quitter la CAF, c'est eux qui me l'ont fait. C'est pas la fédération. Moi je sais que si aujourd'hui j'attends que d'eux, j'aurais rien de cette équipe nationale-là. Mais si aujourd'hui, la fédération accepte de vous écouter, de vous ouvrir les portes et vous demande de venir travailler avec eux pour le bien-être du football sénégalais, allez-vous accepter? Tu crois qu'ils ont... Je vous le demande. Je vous demande encore une fois, est-ce que tu crois qu'ils vont le faire? Parce que je sais que Augustin... S'ils le font, vous avez envie de travailler pour cette équipe. S'ils le font. Augustin m'a appelé un jour dans son bureau et il me demande, et là je veux qu'on travaille ensemble. Je lui dis avec plaisir, mais il faut sortir dans les journaux et dire aux Sénégalais, pourquoi vous avez besoin de la Diouf? Parce que n'oublions pas que c'est eux qui m'avaient sanctionné pendant 5 ans. Mais s'ils ont besoin de moi... Sanction qui a été élevée après. Et jusqu'à présent, ils n'ont pas fait de conférence de presse. Ils n'ont pas reçu de lettres pour dire qu'ils m'ont enlevé le truc. Je vous le dis, je suis là. Je n'ai pas reçu de lettres comme quoi ils ont enlevé ma sanction et il n'y a pas eu de conférence de presse de la fédération. Donc ce qui explique un peu votre inimitié, c'est... Ne pensez-vous pas qu'au jour d'aujourd'hui, c'est du gâchis de voir le joueur que vous avez été, le seul Sénégalais à avoir gagné à 2 reprises le Ballon d'Or africain, joueur qui a été au plus haut niveau, se chamailler avec la fédération au lieu de travailler pour le bien-être du football. Parce qu'aujourd'hui, ils se disent que les gars de la fédération autour, on n'a pas besoin des personnes comme El Hadjouf ou quelqu'un d'autre. Je peux citer des noms. On n'a pas besoin d'eux parce que nous, on connaît le football. On n'est pas là pour l'intérêt. On n'est pas là pour... les intérêts personnels. Pour l'intérêt personnel. On sera là pour le Sénégal. Mais eux, ils ont un problème. Le problème, c'est à eux qu'il faut poser. Depuis que je suis là, depuis que je suis au Sénégal, depuis que j'ai arrêté, ou depuis... Est-ce qu'ils m'ont déjà, ils ont dit que LH, on va faire ceci. Et ils ont pris Ferdinand, ils ont pris pas mal d'autres personnes. Mais peut-être parce que vous êtes une forte personnalité. Mais une forte personnalité, il faut le gérer. Moi j'ai une question pour LH. Parce que c'est ça aussi, peut-être que vous mettez trop les pieds dans les plats. Une forte personnalité, il faut le gérer. C'est tout. Tous mes entraîneurs, Bruno Metsu savait que j'étais une forte personnalité. Souris savait que j'étais une forte personnalité. Mais ils m'ont géré. Mais pourtant, vous avez assisté à des séances d'entraînement des Lions. On a vu que vous Personne m'a invité. Je l'ai fait de mon propre gré parce que je suis un Sénégalais et je me dois de le faire. Et vous ne vous laissez pas exclure de la chose. Mais LH, j'ai une question. Quand même, LH, le football vous a tout donné. S'il te plaît, s'il te plaît. LH, en parlant de forte personnalité, est-ce que vous ne pensez pas que c'est la raison pour laquelle ça n'a jamais collé entre cette équipe fédérale et Demba Ba? Demba l'a dit. C'est pas que seulement Demba l'a dit. Aujourd'hui, Pape Kouli, Diop, parlons des gens qui ont arrêté il n'y a pas longtemps. Est-ce que c'est normal que Pape Kouli Diop arrête? Il est frustré. C'est normal? Parce qu'on ne l'a pas convoqué? Non, c'est pas parce qu'on ne l'a pas convoqué. Pape Kouli voulait arrêter avant la Coupe d'Afrique. Et je l'ai dit. Il voulait arrêter avant la Coupe d'Afrique. Je lui ai dit non, ne fais pas cette erreur, va jouer. Donne-toi une chance de gagner une coupe avec le Sénégal. Il y a pas mal de joueurs qui sont frustrés que j'ai au téléphone. Il y a des joueurs, si tu dis leur nom aujourd'hui, demain, on ne va pas leur prendre. C'est comme ça. Ça veut dire que c'est l'armée. Ils sont frustrés. Pourquoi ils sont frustrés? Pape Kouli, tout le monde sait qu'il mérite plus de temps de jeu. Excusez-moi. Ça dépend de lui, coach. Non, ça, tout le monde le sait. Vous l'avez dit, même vous, je vous ai regardé, vous l'avez dit ici. Toutes les personnes que vous avez invitées, ils l'ont dit. Pape Kouli mérite plus de temps de jeu. Donc, Pape Kouli, dans son club là-bas, quand il n'a pas de temps de jeu, il va bouder aussi? Comment ça se fait que dans un grand club comme son club, il a un temps de jeu? Avec l'équipe du Sénégal, il n'a pas de temps de jeu? J'ai une seule question pour vous, LH. Vous devez, le football, vous êtes El Hadjouf, on ne vous présente pas. Mais est-ce que vous ne pensez pas
que vous pouvez vous investir, vous pouvez investir dans le football autrement qu'en étant à la fédération. Pas avec ces fédéraux-là. Je te le dis et je te le redis, pas avec cette fédération. Même s'ils m'appellent aujourd'hui, ils me disent, Elhadj, viens, on va travailler. Je sais que je ne pourrai pas travailler avec eux. Non, je dis vous investir autrement qu'en étant à la fédération. Si quelqu'un d'autre arrive. Aujourd'hui, à Linguère, il y a Saint-Louis, il y a plein de choses. Vous pouvez me lancer une académie. J'ai un projet là-dedans, mais je te dis, là où je te parle, tout de suite, si la fédération là m'appelle en me disant, même Elhadj, viens travailler avec nous, je sais qu'avec eux, on ne gagnera rien. Je vous l'ai dit et je vous l'ai redit. Et je vais même vous dire autre chose. Il y a pas mal d'entraîneurs qui m'ont appelé pour être entraîneur adjoint dans un autre pays, comme Thierry Henry, il le fait avec la Belgique. Ils m'ont appelé. J'ai dit non. Je vais rester ici, je vais me battre pour mon pays et Inch'Allah, la première Coupe d'Afrique que le Sénégal va gagner, Elhadj sera dans l'entourage. D'accord, très bien. Alors Elhadj, moi je veux qu'on parle aussi de manière très pragmatique et très concrète. C'est vrai que Malal vous en a un peu parlé, c'est-à-dire la reconversion des anciens internationaux. On a l'impression que parfois c'est quand même un passe-droit parce que vous êtes Elhadj Diouf, c'est vrai. On a été admiratif du joueur, vous nous avez fait rêver. Mais aujourd'hui, dans la reconversion, qu'est-ce que vous faites concrètement? Par exemple, aujourd'hui, Aliou Cissé, on a beau lui reprocher, il est comme entraîneur, il est allé se former. Il y a d'autres, Omar Daf, pareil. Aujourd'hui, vous êtes là, vous n'êtes pas d'accord avec la politique de la fédération, mais sur le plan, voilà, sur le terrain, qu'est-ce que vous faites pour donner au football ce qu'il vous a donné? Je l'ai dit et je le répète encore une fois de plus, je n'ai pas des ambitions en étant entraîneur ou bien en étant entraîneur adjoint ou des trucs. Ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Moi, je sais que je suis mieux et je suis bon par le management. Demain, ça c'est mon job, c'est le management. Parce que j'aime trop le foot. Mais qu'est-ce qui vous empêche d'aller former un management aussi avant je vais finir, s'il vous plaît. Vas-y. Ce qui m'intéresse, c'est que demain, quand on aura des gens sérieux qui veulent aller de l'avant, qui ont envie de réussir et qui pensent qu'au Sénégal, je viendrai et je leur amènerai mon savoir. Mais être entraîneur, franchement, ça ne m'intéresse pas. Elhadj, quand vous dites que vous êtes intéressé par le management, avez-vous fait les démarches nécessaires pour être formé dans ce domaine-là et avoir les diplômes pour être un bon manager à qui on ne pourra rien reprocher? Tu as besoin d'avoir des diplômes? Ah oui, mais ça s'apprend. Laisse-moi te dire une chose. Ça s'apprend. Non, manager, tu sais, laisse-moi continuer. Surtout que c'est un tu sais, le manager, c'est quoi? Pas besoin de faire tous les crédits. Tu sais pourquoi je ne te parle pas de quel management je te dis? Aujourd'hui, l'équipe du Sénégal, pour ce match contre... Il y a des matchs où Jules-François Bocandé m'a appelé. On s'est dit des choses. Il m'a dit des choses et ça m'a fait réfléchir et que j'ai pris considération de ce qu'il m'a dit et j'ai fait gagner ces matchs-là. Parce que tout dépend ce qu'il m'a dit. Tout dépend comment tu peux avoir le meilleur de Diao Baldé et le meilleur de Sadio Mané. Et je te le dis et je te le répète encore une fois de plus. Ces deux pépites là qu'on a aujourd'hui, on ne sait pas comment les manager. Sadio et Diao Baldé. On ne sait pas comment les manager. Quand tu regardes aujourd'hui Sadio jouer, tu sens nettement qu'il n'est pas à l'aise dans cette équipe. Très bien. Alors, très bien. Rattrapé par le temps. C'est le mot de la fin. Voilà, donc, ouais, non, peut-être pas le mot de la fin, parce que quand même, j'ai encore une autre question. Concernant l'association des anciens internationaux, vous étiez supposé faire une conférence de presse aujourd'hui? Non. Non, on supposait faire une conférence de presse, mais on l'avait annulée. Pourquoi? On l'avait annulée parce que... Et quel est le but de cette association? On vous le dira, bientôt on arrive. De toute façon, chaque chose a son temps, on est là. D'accord, très bien. Alors, restez avec nous quand même. On va donner aussi l'information concernant les juniors, le tournoi des 4 nations, avec le Sénégal qui, vous le savez, affronte demain pour son dernier match l'Angleterre. Les Lionceaux se sont bien rattrapés de leur entame ratée jeudi dernier contre la France. Ils avaient perdu sur le score de 3-0, mais samedi, Krépin Diatta et les siens ont remis les pendules à l'heure, donc en s'imposant sur le même score devant le Portugal. Donc défaite devant la France 3-0 et donc victoire devant le Portugal sur le même score. Rappelons que ce tournoi des 4 nations est organisé à l'initiative de la France. Il permet aux Lionceaux de se préparer en vue de la Coupe du Monde de la dite catégorie prévue au mois de mai en Corée du Sud. On a le temps quand même de donner quelques infos concernant la Ligue 1.
Oui, avec la bonne opération réalisée par Génération Foot qui a su, donc après sa victoire sur la ligne de Saint-Louis 2-0, profiter des faux pas de ses poursuivants. Il s'agit du Jaraaf et de l'équipe de Niary Tally, battus respectivement par Teungueth FC et Guédiawaye Football Club sur le score d'1-0. Résultat des courses, l'équipe de Génération Foot compte désormais 6 points sur le Jaraaf qui se trouve être son dauphin. Voilà, le classement. Les résultats. Oui. Ben, on va enchaîner avec donc l'Union sportive de Ouakam Gorée 0 partout. Guédiawaye qui a battu Niary Tally 1-0. Génération Foot 2, Linguère 0. Teungueth FC 1, Jaraaf 0. Djambar a perdu face à Mbour, Petite Côte 1-0. L'équipe du Casa Sport est allée battre le Ndiambour de Louga 3-2. L'AS Douanes et Stade de Mbour ont fait match nul blanc. Au classement donc, après cette 15e journée, Génération Foot est leader avec 31 points, le promu qui dame le pion à tout le monde. Jaraaf qui est deuxième avec 25 points. Guédiawaye arrive à la 3e place avec 25 points également en bas de classement. Ndiambour, l'US Gorée et Ouakam ferment la marche. Voilà, on enchaîne avec la Ligue 2. Voilà, il m'a piqué ma Ligue 1 préférée. Désolé mon cher. Les équipes du podium qui maintiennent la cadence, notamment Sonacos leader qui s'impose devant Ndarguet 1-0, Djamono Fatick 2-1. Et puis Renaissance, c'est Djamono Fatick qui bat Cayor Foot 2-1. Renaissance qui s'incline devant l'Olympique de Ngor 2-1. Enfin, les Ngorois qui renouent avec la victoire, eux qui n'avaient plus gagné depuis la 7e journée. C'est plus dur pour la Renaissance de Dakar qui court derrière une victoire depuis la 3e journée. Et puis AS Pikine qui s'impose 1-0 devant Etix. Africa Promo Foot qui bat Barguet 1-0. Fin de série pour Barguet qui est resté sur 6 matchs sans défaite. Et puis Duc Yego 0 but partout au classement. Sonacos est leader avec 28 points, suivi de l'AS Pikine deuxième 27 points, troisième Africa Promo Foot 26 points. Et puis en bas de tableau Cayor Foot 11e, 13e avec 11 points. 14e, Etix avec 9 points. Etix qui ferme la marche. Voilà, merci Cher pour ces infos concernant le football local. Mais là, je vous attends toujours du côté de la Linguère de Saint-Louis. Ça ne vous intéresse pas d'aller vous investir